Merci pour la fidélité. On a bien un programme à canal numérique et télévision. Bisika Inso Bozali ko capté biso, quelle que soit la différence d'heure. Bino Bayenzambe à Salelingolu d'être compté parmi les vivants. Boye Malam, un nouveau numéro, il y a Tribune Libre. Rentrée effective et pacifique le lundi 2 septembre 2024. Voilà l'objectif des assises de la commission paritaire, gouvernement, syndicats du secteur de l'éducation, ainsi que l'intersyndicale nationale de l'administration publique à Bibois-Venus-Village, de même que celle qui va réunir les inspecteurs principaux et provède membres de la Dinakopé à Mbouela Lodge. Tout est bien parti, nous dira Jacques Odia Moussoungaï, inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Le partenariat se porte bien entre l'INAP et la vice-primature chargée de la fonction publique et modernisation contre toute attente, nous dira Bienvenue Moulenda, premier vice-président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, qui balaye de revers de la main la mauvaise rumeur sur les échauffourées de la semaine dernière à la place Kolgota. Et enfin, 119 médecins membres du conseil provincial Simeko Kinshasa étaient à l'école du savoir sur les notions syndicales, cadre choisi, la salle de conférence du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS avec plusieurs modules. Pour la circonstance, nous aurons Juvenal Mwandalenda, secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat national de médecins du Congo, qui reviendra sur la quintessence de cet exercice pédagogique. Kimia Mpebo Boto o Mabota Mabin. Tolobaki, rentrée scolaire effective et pacifique le lundi 2 septembre 2024. Yangonde objectif ya masolo oyo e sangisaki balobeli ya batangisi mpe ba membre ya INAP na Bibois-Venus Village ndenge moko pe masolo oyo ko salama à travers les inspecteurs principaux et provède membre ya Dinakopé na Mbouela Lodge. Manso e bandi malam ndenge tozali koyo kango na munoko ya Jacques Odia Moussoungaï, azali inspecteur général ya éducation nationale et nouvelle citoyenneté, azali kolobana ndinga français tomoyoka. Quelles en sont les grandes résolutions et quelle est la marge de manœuvre pour les atteindre? Quelle serait votre réponse? Effectivement, les inspecteurs principaux provinciaux se sont réunis à Kinkole, et cela conformément à notre tradition. La tradition voudrait que chaque année, les inspecteurs principaux se réunissent pour évaluer les activités de l'exercice. Nous sommes à la 51e édition de l'examen d'État, mais le corps des inspecteurs a été institué, organisé, comme vous le voyez, vous le connaissez aujourd'hui, c'est depuis 1991, depuis le 15 août 1991. Alors, on s'est réunis pour évaluer les activités et nous évaluons sur base de trois axes. Nous avons 3 missions principales. Nous avons le contrôle de notre système éducatif au plan pédagogique, au plan administratif, au plan financier, mais également au plan sanitaire. Voilà, le contrôle s'effectue à ce niveau-là par les inspecteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. La deuxième mission, c'est la formation du personnel enseignant. Les enseignants créés à la main, mais également les gestionnaires. Les gestionnaires, entendez par cela les coordonnateurs, vous avez les conseillers d'enseignement, les directeurs des études, ils sont tous formés, ils sont remis à niveau par les inspecteurs.
Et après cette deuxième mission, vous avez la troisième, c'est les évaluations certificatives. C'est au niveau du primaire, vous avez le niveau euh, terminal et l'enseignement de l'éducation de base, et vous avez également la fin du cycle secondaire des humanités. Donc, à la fin de chaque cycle, on organise des épreuves. Et ça se termine par l'octroi des titres. Vous avez au primaire le certificat, vous avez le brevet, n'est-ce pas, pour l'éducation de base, et vous avez le diplôme d'État pour les humanités. Mais également, vous avez aussi le brevet d'aptitude professionnelle pour le cycle court professionnel. Voilà les trois missions principales de l'inspection générale. Et il est donc question d'examiner tout ce qui a été fait dans ce sens-là, les ratés comme les réussites. Il faut se dire, s'il y a des ratés, comment corriger et comment évoluer. S'il y a des points, des réussites, il faut chercher à capitaliser, à consolider. Voilà pourquoi on s'est réunis, on est arrivé à cela, on a fait cet exercice-là, dans la transparence et dans la rigueur possible, parce que c'était souhaité également par nos autorités, principalement par l'actuel ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Voilà grosso modo ce qui a été fait. Mais les recommandations, bien entendu, là où il y a des ratés, il faut toujours chercher à corriger. Et on a formulé des recommandations qu'on a adressées au gouvernement, on a adressé des recommandations à l'inspecteur général, on a adressé des recommandations à Madame la ministre d'État, mais également aux parents et à tous les partenaires éducatifs. Et voilà. Prenons une des recommandations, telle l'impression des éléments scolaires qui sont en train d'être vendus au jour d'aujourd'hui par les gestionnaires des différentes écoles d'ailleurs qui se moquent de vous parce qu'ils pensent que vous n'avez que faire. Êtes-vous sûr que ça peut vous revenir tellement que ça fait déjà de bonnes recettes les gestionnaires des différentes écoles? Bon, il y a à boire et à manger dans ce dossier. Il est vrai que on peut accuser tout le monde. On peut accuser tout le monde, mais chacun a sa part de responsabilité. Il faudrait reconnaître que les maquettes, c'est-à-dire le formulaire tel que vous l'avez, le bulletin, parlons principalement du bulletin, c'est de cela qu'il s'agit. En ce qui concerne les diplômes, c'est une autre manche de problème, on va en parler. En ce qui concerne les bulletins, l'inspection générale conçoit les maquettes et réunit les différents partenaires. Vous prenez les coordonnateurs, les chefs d'établissement par le biais de leurs proverbes et autres. On s'est réunis, on voit les branches et on arrête, on voit les branches et les maximums possibles. Voilà, pour chaque niveau, chaque option pour ce secondaire. Et l'inspection générale présente la maquette au ministre des tutelles, parce que c'est lui qui a la ligne de crédit. Il va chercher des moyens pour imprimer et même mettre à la disposition des écoles. Nous l'avons toujours fait, mais vous savez, les difficultés des trésoreries ont fait que les bulletins ne soient pas imprimés à temps opportun. Voilà la grande difficulté. Et certains de nos compatriotes ont saisi la balle au bon pour imprimer qui à gauche, qui à droite, et pour mettre à la disposition de nos élèves, avec toutes les conséquences possibles, tous les risques de mauvaises impressions, des maxima non respectés, des dénominations des branches non acceptées par les parents, par même les opérateurs pédagogiques. Voilà la difficulté. Et même, nous croyons que les choses vont revenir à la normale parce que les autorités ont pris les choses en main pour corriger ce dérapage. Que faire concrètement pour y revenir maintenant que vous risquez d'arracher déjà cet os-là qui est déjà entre les dents des affairistes? Vendre le droit d'aînesse, non. Nous respectons la loi. Nous sommes dans un état de droit.
On n'a pas dit que c'est l'inspection générale qui imprime les bulletins. On n'a pas dit ça. Vendre mon droit d'aînesse signifie autoriser que les autres impriment à ma place. Non, non. Les textes sont clairs. Qui imprime? La loi est claire. Nous venons contrôler. L'inspecteur est contrôleur, il n'est pas imprimeur. C'est un fournisseur qui va le faire. Et il le fait, n'est-ce pas, sur ordre, sur instruction d'une autorité. J'ai parlé de l'autorité des tutelles. Et voilà, il y a même des textes là-dessus qui donnent le pouvoir au ministre de le faire. Et ça doit être contrôlé également par la primature. Le Premier ministre doit donner son aval pour un tel marché. Et moi, je vais vendre mon droit d'aînesse signifie demander au Premier ministre de me dire, c'est pas vous, c'est moi. Non, ça, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de lui présenter la maquette qui a été acceptée par ce que nous appelons la commission paritaire. L'ensemble des opérateurs qui disent, c'est ceci, c'est cela. Ça se présente sous telle ou telle autre forme. Je me limite là. Mais ce qui est vrai, c'est que l'inspecteur doit contrôler, là vous avez raison, c'est-à-dire doit aller dans les établissements scolaires pour voir si le bulletin qui est remis, qui est en circulation, est celui-là qui est accepté par la commission paritaire, c'est-à-dire par la République, si vous voulez, ton entremise. Cela est vrai, il faut contrôler. S'il y a des rapaces, s'il y a des couacs, s'il y a des incohérences, il appartient à l'inspecteur général de se justifier auprès de l'autorité. Et je crois que j'ai déjà été interpellé pour cela, par l'autorité. Et nous devons corriger les choses. Je crois que l'année qui arrive, c'est une année de changement. Je ne pense pas que nous puissions encore tomber dans ce traquenard. Message d'alerte que vous lancez déjà aux opérateurs du secteur de sorte à ce que ça cesse dès la fin de cette année scolaire, de sorte à ce que l'on revienne à la normale. À la normale, dès l'année scolaire prochaine. Il faut que nous revenions aux fondamentaux, que nous respections l'état de droit. Qui fait quoi? Quand? Comment? Pourquoi? Où? Toutes ces questions doivent être posées et les réponses doivent être données. Des réponses alors idoines. Année scolaire, mais je dis, oui, c'est déjà fini, parce que l'année qui commence, c'est dans quelques 2-3 semaines, nous commençons l'année 2025 sur de nouvelles bases. Respect des textes, respect des consignes, respect des instructions des autorités. Quelle est la chance que vous donnez aux assises de Bibois, auxquelles vous prenez part avec les sons de cloche contraires que ne cessent de donner la synergie des syndicats, des enseignants de la République démocratique du Congo? Mais je crois que ça va marcher. Qui vous dit que nous attendons un échec? Nous allons réussir. Les syndicalistes, mais ils font leur travail de revendiquer, de demander ce qu'ils pensent être leur droit. Mais l'État congolais, moi je suis de la résidence gouvernementale. Vous voulez que je me bagarre avec ces gens-là? Mais non, on ne se bagarre pas, on échange. L'état de droit. Madame la première ministre l'a répété. Monsieur le vice-président, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique l'a dit. La ministre d'État l'a répété également dans son discours d'ouverture pour dire un dialogue. Qu'est-ce que signifie dialoguer? C'est pas le synonyme de bagarre, messieurs. Dialoguer. Un dialogue sincère, un dialogue franc et permanent. C'est pas seulement Bibois, messieurs. Quand on dit permanent, c'est tout au long de l'année. C'est tout au long de notre vie d'ensemble, vie commune. On doit dialoguer, on se fait des concessions. Si vous comprenez, vous acceptez que ce que je fais, c'est au-delà de mes moyens, pourquoi vous ne pouvez pas reculer? Et si moi je constate que ce que vous demandez aussi, c'est minime par rapport à non pas mes présomptions, à ma marmite, mais je peux aller au-delà. C'est ça le dialogue. Moi je dis, je donne la chance de réussir, nous sortirons ragaillardis, tous ragaillardis. Vous parlez là de la commission paritaire hein, des Bibois qui concerne les enseignants et les bancs. Oui, là, vous avez quitté le monde purement de l'inspection hein, scolaire. Voilà, sans transition bien entendu. Mais de toutes les façons, j'y réponds, j'y participe également et ça vaut la peine. Les inspecteurs également attendent quelque chose de ce côté-là. Ils revendiquent. Tout le monde revendique.
je m'imagine que vous aussi vous revendiquez d'une manière ou d'une autre. Et c'est votre droit. Mais c'est votre devoir de respecter les règles du jeu, de respecter ces consignes de dialogue. Nous échangeons en nous considérant les uns les autres et non pas en nous sous-estimant. On n'ira pas dans les insultes, dans les attaques puériles. Non. Je crois que ça ira. Les gens, et c'est tout à fait normal. Hein, au début, bon, il y en a qui montrent les muscles, hein, mais les muscles au plan, c'est pas le muscle proprement dit, hein, mais les gens montent les enchères, mais il y en a qui acceptent. Voilà, on est là pour dialoguer, j'espère que ça va marcher. Ça va marcher. Qui vivra verra pour cette rentrée du 2 septembre 2024. Nous croyons savoir que vous allez larguer vos agents sur le terrain pour vous donner des éléments sur plusieurs de la page que l'on commence déjà à dénoncer. Au besoin, stopper le fonctionnement des écoles non viables qui auront commis toutes les fautes que l'on est en train de dénoncer au jour d'aujourd'hui, comme vous comptez vous rattraper. C'est le rôle de l'inspecteur d'aller dans les établissements scolaires pour constater si la rentrée est effective ou non. Dès le premier jour, les deux ils seront sur le terrain, on nous ramènera des informations. Mais ne soyez pas pessimistes, ne soyez pas si pessimistes. C'est vrai, parfois, et la plupart du temps d'ailleurs, nous avons constaté que la rentrée scolaire timide. Mais nous ne voudrions pas que ça soit timide cette année. Nous voudrions que ce soit une rentrée effective. Les 2 septembre, nous demandons aux parents d'envoyer les enfants dans les établissements scolaires. C'est attendu de tout nouveau. C'est attendu. Alors, fermer les écoles non viables, mais attention à l'expression, une école non viable, c'est une école qui n'a pas d'infrastructure acceptable, qui n'a pas d'élèves, des effectifs acceptables. C'est là où il n'y a pas de latrines, il n'y a pas de l'environnement est malsain. L'école viable, c'est non viable, c'est celle qui n'a pas de documents juridiques, de fonctionnement. L'école non viable, il y a tout un chapelet de critères pour accepter une école à fonctionner. On va le constater et s'il faut fermer, on va fermer. C'est tout à fait vrai. Si vous avez un ligablo derrière votre maison et vous considérez votre cuisine comme étant une salle de classe, ben on va la fermer, monsieur. Il faut fermer. Et on fermera avec force. Et si l'école, pour une raison ou une autre, ne fonctionne pas ce jour-là, je dis, pour une raison acceptable, là, on peut fermer les yeux, on attend, 2 jours, 3 jours après, on va le faire. Une école qui voit sa toiture souffler, le vent a soufflé et puis c'est parti. La veille ou 2 jours avant, on ne remettra pas la toiture le même jour. On peut accepter et nous avons des témoignages. Les voisins sont là, le fonctionnement, on voit, est-ce qu'il y a des registres de matriculation, est-ce que les enfants sont, est-ce que l'année antérieure, l'école a fonctionné, est-ce que depuis, il y a beaucoup d'éléments qui feront voir que c'est une ancienne école, mais qui a connu des difficultés, ça c'est autre chose. Mais des écoles Gablo, comme vous l'avez dit, qui ne doivent pas fonctionner, qui sont confondues avec des boutiques, avec des écoles qui fonctionnent avec esprit mercantiliste, alors ces écoles-là doivent être fermées. Pourquoi vous envoyez vos enfants dans une école où on vous exploite? Aujourd'hui, là, on est en train de demander des frais, les acomptes des frais. 400 $. Et en monnaie étrangère, s'il vous plaît. 400 $, 500 $. Mais vous ne dénoncez pas. C'est l'inspection, c'est l'inspection. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Et on le dit de façon générale. On ne dénonce pas, on ne touche pas du droit. On ne dit pas c'est telle école, c'est toi. Mais on se plaint dans les médias comme on le fait. Non, les écoles, on est en train de payer dans nos écoles. On est en train de vendre les uniformes. Mais nous, on fait l'effort d'envoyer, comme vous l'avez rappelé, les inspecteurs doivent sillonner, doivent aller dans les écoles pour vérifier si l'information est fondée ou non.
Mais vous également, vous devez faire un effort de votre côté, vous parents. Dénoncer, vous avez des comités scolaires. Les comités des parents existent. Est-ce que vous allez vers les établissements pour échanger, parler et monter au créneau, démontrer que ce qu'on est en train de faire n'est pas réglementaire, n'est pas légal? Il faut le faire, il faut dénoncer. Et il faut même, je vous conseillerais même de porter plainte auprès des instances habilitées, pas n'importe où. Je ne vous demande pas d'aller à la Cour pénale internationale. Mais vous devez vous plaindre auprès de qui de droit. Réagissez à votre manière et nous aurons rendu service à la nation. Tous ensemble. Ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. C'est l'affaire de tout le monde. De tout le monde. Si vous n'avez pas de numéro vert, vous n'avez pas de jambes pour vous déplacer. Si vous n'avez pas de numéro vert, vous ne connaissez pas le nom du chef d'établissement ou d'un inspecteur ou le bureau du chef de poule, de l'inspecteur chef de poule, du primaire ou du secondaire, de l'inspecteur principal provincial. Mais nous avons beaucoup de structures. Il n'y a pas que l'inspection pour traquer nos compatriotes véreux. Non, nous avons beaucoup de structures. Allez vous plaindre. C'est pas seulement. Et puis, c'est tout le monde qui a un téléphone. Si à Kinshasa, vous avez 80% de téléphone, ça va. Mais dans l'arrière-pays, dans mon village natal, au-delà de Bossobolo, il n'y a pas de téléphone, monsieur. À quoi servira le numéro vert? Et voilà. Donc, il y a plusieurs canaux pour se plaindre et pour chercher à recouvrer ses droits. Et voilà. Vous avez clôturé la publication des examens d'État édition 2024. À quand la livraison de ces diplômes et comment faites-vous pour corriger les erreurs matérielles du genre quelqu'un qui se retrouve avec un diplôme qui n'a pas le même pourcentage que le pourcentage publié lors de la publication, mais aussi quelqu'un d'autre qui a obtenu son diplôme avec une photo qui n'est pas la sienne. Si la photo n'est pas la vôtre, ce sont des hommes qui collent des photos. Soyez indulgents, monsieur. Combien de cas? 3 cas sur 200 000. Bon, cela peut arriver, mais il faut faire un effort que de telles erreurs n'arrivent pas. Mais je vous dis que cela arrive. On corrige. Quand on nous retourne le diplôme, on vérifie effectivement, il y a incompatibilité. Nous corrigeons. Nous recherchons la véritable photo et on la colle. Ce sont des erreurs matérielles. Soyez indulgents, monsieur. Mais vous ne croyez pas ici vraiment au ciel, où tout est parfait. Nous sommes encore sur la terre des hommes, des petites incohérences peuvent exister. Alors, quant à la rédaction des diplômes, à la livraison des diplômes, je vous dis qu'incessamment, nous attendons que les imprimés de valeur nous parviennent, nous allons rédiger. Et voilà, ça va aller. Je sais qu'il y a du retard de ce côté-là, ça dépend des fournisseurs, ça dépend des imprimeurs, ça dépend il y a beaucoup d'impératifs, mais ça va aller. On est en train de... Je crois. D'ailleurs, on venait de terminer une édition. D'ici là, on va annoncer. Je n'avais pas la primaire d'information. La ministre d'État elle-même va informer le public et les jours de la remise officielle des diplômes qui sont terminés depuis une semaine. D'ici là, on va le remettre. Et pour la suite des temps, on le fera. Mais pour 2024, il faut attendre, messieurs. On vient à peine de terminer, vous réclamez un diplôme. Peut-être ailleurs ça se fait, mais je ne pense pas qu'il y ait un pays où, dès qu'on termine, le lendemain matin, on rédige le diplôme. Ça fait c'est un problème. Dans les temps, nous avions 600 candidats en 1967, mais aujourd'hui, on a plus de 600 000 diplômes à rédiger. En combien de temps? C'est vrai, le monde technologique est là, c'est vrai, la technologie est là, elle peut nous aider, mais ça prend quand même du temps. Ça prend du temps. Ça va aller. Incessamment, on va délivrer les diplômes. On va rédiger et livrer les diplômes. Les relations sont au beau fixe entre l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP et la vice-primature de la fonction publique et modernisation, nous précise Bienvenu Moulenda, premier vice-président de l'INAP, qui signale que l'Assemblée générale de restitution prévue à Fatima aura bel et bien lieu. Tolanda Bienvenu Moulenda, Azepe Kolobaka Nandinga français.
C'est comme vous avez dit, hein, l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Bon, et vous avez suivi comme moi, le président de la République souhaitait à ce que les enseignants rejoignent également la fonction publique. Et qu'il y ait aussi la rentrée pacifique. Pour la valorisation de la fonction enseignante. Ce qui revient à dire que l'enseignant qui hier, son matricule ne lui appartenait pas, son salaire ne lui appartenait pas, les salaires et le matricule appartenaient à l'école. Ça veut dire quand on vous engage, vous venez juste pour vous prester, si vous quittez, vous laissez et les numéros et les salaires. Celui qui vient, il prend votre numéro, ainsi de suite. Il y avait une instabilité. Il y avait la dévalorisation de cette fonction plus noble, enseignante. Tu as vu les spectacles qui s'est passé il y a 2-3 ans passés. Un enseignant qui va à la retraite avec $1000 avec un congélateur. Quelle insulte! Quelle insulte! Quelqu'un qui a servi Dieu, qui a servi l'État pendant plus de 40 ans, il en sort avec $1000, il en sort avec les congélateurs. Donc, le souhait du chef de l'État était un souhait noble. Non seulement un souhait, c'est quand le chef de l'État exprime un vœu, ça devient une décision. Il voudrait à ce que les enseignants, comme je disais, deviennent les agents de carrière des services publics de l'État. C'est ainsi que, cette fois-ci, vous allez trouver là-dedans les gens de la fonction publique, là-dedans les gens du budget, les gens des finances, et les partenaires du secteur de l'éducation, et nous sommes là à peu près pour les accompagner. C'est en fait pour jeter les bases de manière à ce que la carrière enseignante soit valorisée. Parce qu'aujourd'hui, à la fonction publique, c'est pas comme en 2009-2010, où effectivement il y a aussi ces spectacles-là. La Banque mondiale n'a donné que $1000, et pour le reste, ils sont restés comme ça sans être servis. Mais aujourd'hui, avec le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, oui, que nous saluons du reste, il a valorisé la mise à la retraite. Le huissier, c'est pas comme il y a quelques années passées. Aujourd'hui, il en sort très valorisé. Il en sort avec une figure honorable. C'est ce que les chefs de l'État voulaient. Et là, nous sommes là pour ça. Non, mais ils ont servi quand même l'État. Si aujourd'hui on leur attribue les numéros matricules, deviennent les agents de carrière des services publics de l'État, toutes les années passées seront considérées. Vous n'allez pas admirer des revêtements de la main comme ça sera considéré. Et quand on va les considérer, on en tiendra compte lors de leur sortie à la retraite. Quelqu'un qui a fait 30 ans, il n'avait ni numéro matricule, ni un fameux salaire, parce que ça ne lui appartenait pas, parce que ça n'a jamais été comptabilisé lors de sa mise à la retraite. Mais s'il devient aujourd'hui un agent de carrière des services publics de l'État, mais toutes ces années passées de carrière seront prises en compte dans les calculs, effectivement, de ces indemnités de sortie. Ça sera pris en compte. Heureusement que là où ils vont, là, il y a quelqu'un qui a mis de l'ordre. À la fonction publique n'est pas comme celle d'hier. Aujourd'hui, la fonction publique est tout à fait autre, avec une image tout à fait autre, avec la pratique tout à fait autre, avec le respect des engagements tout à fait autre, à ce qui concerne la mise à la retraite. Tout a été posé, les jalons sont là. Ils viennent trouver des jalons stables qui sont là. Ça veut dire, il n'y a pas les dire pour ne pas dire le faire, non. Le faire est là, parce que déjà, ça c'est en train d'être fait. En train d'être fait. Je ne sais pas vous dire ici combien les huissiers à la fonction publique. Aucun enseignant, lors de sa mise à la retraite, n'a atteint ce que gagne le huissier aujourd'hui à la fonction publique. Non, s'ils quittent leur ancien statut pour rejoindre le statut général, ils deviennent les agents de carrière des services publics de l'État, mais ils vont là où il y a la stabilité aujourd'hui en termes de la mise à la retraite. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de vrais fonds doublons. Non, mais là aussi, c'est comme si vous n'êtes pas dans ce pays-ci. Celui-là dont nous parlons, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique. Mais il a assaini le fichier. Il a assaini le fichier. Le nettoyage des fichiers. Aujourd'hui, il n'y a plus de doublons. Oui, mais quelques-uns peuvent encore une fois paraître, mais dans l'ensemble. Mais non, la situation a été maîtrisée. Il y a eu d'abord, la maîtrise des effectifs, et deux, la maîtrise de la masse salariale. Aujourd'hui, avec quoi est-ce que l'on paye les agents qui vont à la retraite?
Les années antérieures, c'est la Banque mondiale seule qui se portait. L'État était incapable. L'expérience est de 2009, 2010. C'est incapable. La Banque mondiale donne 2000, il dit, vous ne donnez pas, ce sont vos agents. L'État était incapable. Mais aujourd'hui, l'État, sans l'appui de la Banque mondiale, fait le travail, mon frère. Fait le travail. Ça veut dire, les enseignants, ils ont la chance de trouver la stabilité là où ils vont. Parce que ceux qui sont déjà là, ils partent honorablement. Et aussi en venant, ils partiront aussi honorablement. Vous savez, les partenariats est stable. Ça va bien. Comment ça? Non, je vous explique, vous avez posé la question. Ça va bien. Les échauffourées que vous avez vues là, avec votre collègue journaliste, les fameux messieurs qui se présentaient comme étant l'agent de carrière des services publics de l'État n'a jamais été un fonctionnaire. Celui-là qui disait n'importe quoi n'est pas un agent de l'État, n'est pas un agent de carrière des services publics de l'État. Il n'appartient pas à la fonction publique. Vous êtes journaliste, faites des recherches. Finalement, nous comprenons simplement qu'il y a une main noire derrière. Moi, je ne comprends rien dans cet espace-là du gouvernement. Comment quelqu'un qui travaille bien, bon, vous amenez des individus qui doivent déclarer heureusement que la délégation syndicale de la fonction publique a fait un démenti. Vous avez suivi? Dans son ensemble là, dit non. Nous, notre problème, ce n'est pas avec les vice-premiers ministres, le ministre de la fonction publique. Parce que lui avait déjà engagé. Ce n'est pas lui qui paye, mon frère. La paye, ce n'est pas dans les attributions de la fonction publique. Lui ne fait qu'engager. Le budget liquide, les finances payent, ordonnances payent. Mais dès lors qu'il n'y a rien de tel, le vice-premier ministre, lui, avait déjà engagé pour les différents paniers. Je souligne ici d'ailleurs pour les différents paniers. Je souligne ici que avant son arrivée, les agents de la fonction publique n'avaient pas encore atteint la dimension qu'ils ont aujourd'hui en termes de la paye. Allez vérifier. À ce qui concerne les paliers réclamés, le vice-premier ministre avait déjà engagé. Lui engage, il envoie. Ce que lui peut faire, c'est le suivi. Ce que lui peut faire, c'est de faire le suivi. Parce que la liquidation n'est pas dans ses attributions. L'ordonnancement n'est pas dans ses attributions. Lui engage. Maintenant, ça traîne dans le couloir des autres qui sont censés accompagner l'opération. Quelle est sa faute? Non, attendez. Quelle est sa faute? Est-ce que pour payer, il faut toujours qu'il y ait des remous? Alors, moi, je ne sais pas. Moi aussi, je me pose la même question. Pourquoi vous ne voulez pas, si un ministère engage, pourquoi vous là qui êtes appelé à liquider, pourquoi vous qui êtes appelé à ordonnancer, vous devez faire le couac, vous devez bloquer. Quand vous bloquez, cette fois-là, il y a ce qu'il y a eu. Mais néanmoins, je souligne que la délégation syndicale de la fonction publique n'a jamais réclamé ce qu'ils sont en train de réclamer au ministre, au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Non. Qu'on se comprenne là-dessus. Ils réclament parce que jusqu'aujourd'hui, après que les vice-premiers ministres aient engagé l'opération, mais la suite ne suit pas. Et là-dedans, vous allez trouver des personnes qui font des déclarations qui sortent de leur contexte. Qui sortent de leur contexte. Qui oublient qu'aujourd'hui, il y a eu nettoyage des fichiers. Qui oublie qu'aujourd'hui, il y a une maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Qui oublie qu'aujourd'hui, nous on donnait l'hyper à 15%, lui il a réduit ça à 3%. Qui oublie aujourd'hui qu'il y a eu autant de NP, de milliers payés, pas seulement ici, même à l'intérieur, le fin fond de la République. Qui oublie ça? Qui peut contester? Est-ce que cet individu qu'on a envoyé juste pour troubler un peu, par se dire que non, mais même s'il déclare ça, les réalités restent les mêmes. Ça ne change pas. C'est une main noire. Nous savons pour quelle fin. Mais vous aussi, vous devez travailler dans votre secteur pour être mieux coté comme l'autre. C'est simple, non? Travailler dans votre secteur pour être coté comme l'autre. C'est simple. Et puis dans ce pays, moi, ce qui m'étonne, c'est que à peu près dans tout le domaine, si on trouve quelqu'un qui excelle, ça dérange les autres. Vous voulez tous être des piètres. Non! C'est pas bon. Terminons. Comme vous dites que le partenariat est bon entre l'INAP et la vice-primature chargée de la fonction publique. C'est-à-dire que la prochaine assemblée générale de l'INAP aura l'appui, comme par le passé, de la vice-primature chargée de la fonction publique. Je sais que ça devait... Le terminus, c'est celui-là. Le parking, c'est celui-là. Je m'attendais à ça.
ça allait être une aberration si cela ne venait pas. Bon, écoutez, nous avons donné un ultimatum au gouvernement afin qu'il donne $200 tel que convenu dans les accords passés. Aux huissiers, attendez, huissiers. Vous savez, dans le monde syndical, si vous réclamez ici, qu'on vous ouvre une porte pour négocier, qu'est-ce qu'on fait? Il faut refuser cette porte ouverte. Nous avons été approchés par la primature. Donc, dans peu de temps, nous allons nous retrouver pour parler parce que les vice-premiers ministres n'étaient pas là, il était en déplacement. On l'attendait dès qu'il avait passé. C'est lui notre interface, hein, l'interface du gouvernement en termes de partenariat. C'est la fonction publique. Lui était en déplacement. Il arrive. Cette fois-là, on va nous convoquer, nous allons parler. Et parce que cette porte-là de négociation s'est ouverte, ça ne permettait pas qu'on avance par rapport à l'ultimatum. Ça veut dire, nous avons dit dernièrement, vous étiez là, nous avons dit, l'Assemblée générale a eu lieu de 600 délégués. Nous avons dit qu'on nous convoque, qu'on ne nous convoque pas, il y aura cette assemblée-là. Et dès lors que la porte s'ouvre, nous attendons nous mettre autour de la table. La suite de ce que nous allons nous dire autour de la table permettra à ce que cette fois-là, quelle soit la suite, qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'assemblée de restitution aura lieu. C'est ça. La base parvenait à rejeter. La base va rejeter quoi? C'est que vous aurez dit que ça n'a pas atteint le sommet. Mais ça dépend de ce que nous allons nous dire. C'est pas la base de, ça dépend de ce que nous allons nous dire. Parce que à la place de 10 000, on vous dit nous avons 5 000. Qu'est-ce qui est mieux? On prend d'abord 5 000, on avance pour que les 5 000 autres viennent. C'est ça la procédure de négociation. Donc, on ne sait pas anticiper. Je ne dis pas que ça sera ça. On ne sait pas anticiper. Ils nous tendent la main, ils nous ouvrent une porte. Bon, d'accord, merci bien. Nous aussi, nous calmons les autres. Attendez, parce qu'une porte est ouverte. Bon, dès que nous serons autour de la table, et que ça soit mal ou bon, on vous fera part. Attendons alors. Je sais que vous reviendrez parce que vous là, vous reviendrez, vous me poserez la même question. Qui vivra verra. « 119 médecins membres du conseil provincial Simeco Kinshasa étaient à l'école du savoir sur les notions syndicales cadre choisi, salle de conférence du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS avec plusieurs modules. Mais pour la circonstance, trouvons d'abord Juvenal Mwandalenda, secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat national des médecins de la République démocratique du Congo, Simeco, qui revient sur la quintessence de cet exercice pédagogique qui sera complété par un participant. Comme vous le savez, le Simeco sort d'une grande campagne électorale dans le cadre de laquelle des médecins ont été élus respectivement au poste de membres du bureau syndical de base et du bureau exécutif provincial. Et ces médecins, pour être efficaces dans leur fonction, devraient impérativement être formés aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la formation de ce jour a porté essentiellement sur l'historique du Simeco, les organes et le fonctionnement du Simeco, les outils de travail du délégué syndical du Simeco, les stratégies que le délégué syndical du Simeco doit développer pour assurer un bon management du syndicat, mais aussi et surtout la stratégie la meilleure pour obtenir des solutions idoines lorsqu'il faut négocier avec les employeurs. Et donc, pour l'essentiel, nous considérons que le médecin, membre du Simeco, animateur du conseil provincial, a acquis aujourd'hui des idées claires sur ce qu'il doit faire en tant que responsable syndical pour négocier, pour diriger et pour gérer le syndicat au cours de son mandat. Docteur Juvenal, vous semblez ne pas organiser des campagnes, souvent des campagnes d'adhésion massive au sein de Simeco. Qu'est-ce qui vous empêche? Et l'autre volet de la question, la plupart de nouveaux médecins dénonceraient la léthargie dans leur alignement. Que vous répondrez? Et puis, bref, après cette formation, quelle est la prochaine étape? En ce qui concerne la campagne d'adhésion en masse, il est important que vous sachiez que le Simeco, c'est un syndicat de cadres universitaires. Et de ce fait,
nous préférons privilégier l'approche individuelle plutôt que l'approche de masse qui souvent donne l'impression que finalement ceux qui adhèrent ne sont pas en amont en connaissance de ce pourquoi ils adhèrent dans une structure. Et donc nous considérons que l'action de proximité individu auprès d'individus nous permet d'abord d'avoir des adhérents de conviction qui comprennent pourquoi ils adhèrent et qui se comportent en connaissance de cause par rapport à leur appartenance au SIMECO. Et donc, nous considérons que ce travail doit être fait par les nouveaux élus qui, il faut le souligner, ont de lourdes responsabilités à assumer par rapport au cahier des charges de médecins qui, comme vous le savez, est axé sur un certain nombre de revendications qui ont déjà été portées à la connaissance du gouvernement de la République dans le cadre du cahier des charges qui a été déposé le 17 juin dernier. Cahier des charges qui porte notamment sur la paye au grade statutaire, l'alignement et la mécanisation de nos payés, mais aussi l'amélioration des conditions de travail et l'arrêt du recrutement anarchique de médecins qui est à la base de beaucoup de problèmes, tant en ce qui concerne la mécanisation que en ce qui concerne l'alignement. Combien de participants ont pris part à cette formation? 119 membres du conseil provincial de Kinshasa ont participé à cette formation. Je suis sectionnaire principal de base de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaïmou. Et vous venez de prendre part à cette formation organisée par le SIMECO. Vous ressortez avec quoi? Je peux dire que c'est toute une première. C'est une première dans l'histoire de syndicat. Je crois que ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, c'est pour nous déjà une solution auprès de nos syndiqués dans les différentes structures. Parce que généralement, les questions dont nous venons de débattre ici, ce sont des questions qui nous ont été toujours posées dans nos structures. Et aujourd'hui, nous serons déjà à mesure de comprendre que quand il y a tel problème, comment les confronter, comment agir, comment faire pour trouver des solutions à tous les problèmes qui nous seront posés par nos syndiqués. Merci. Na kombo ya Daniel Chisungu, Padou Bombusa, Firandongala, Diefazam, Georges Nkongolo, Pasteur Tadi Mukunku, Kobo Sanate, Guillaume Mubenga, Mingi Bino, Baye, Bozere Kotambole na Bendela, Ntomba Kongo na Mitema na Bino, François Mukanda, Atondi Bino, Tokutani, Balasimo.